Le groupe Connect, expert en recrutement intérimaire. Rejoignez les 35 agences du groupe Connect pour des opportunités de carrière partout en France. Le groupe Connect présente Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Bienvenue à toutes et à tous dans Destin de femme sur Sud Radio. Comme tous les samedis à 13h30, vous avez rendez-vous avec une femme française au destin extraordinaire pour que le combat pour le droit des femmes ne soit plus un combat, mais une cause commune. Une émission inspirée par le livre au même titre de Valérie Pérez-Henouchi. Aujourd'hui, dans Destin de femme, il s'agit du destin de Mona Jafarian, cofondatrice du collectif Femmes Azadi. Ses actions pour la liberté des femmes iraniennes à travers le slogan « Femmes, vie et liberté » lance un débat de société crucial autour des politiques étrangères et des droits fondamentaux. Mona Jafarian, vous êtes militante et vous êtes aussi maman. Vous vous battez pour l'avenir de votre fille notamment et on va en parler évidemment. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Mona Jafarian, on débute avec les 4 questions que je pose à toutes les invitées de Destin de femme. On commence par la première. Quel destin de quelle femme vous inspire le plus ? C'est une colle, hein. Il peut y en avoir plusieurs, hein. La première, je pense, ma propre mère, qui a dû fuir son pays, qui a été arrachée à ses racines, qui s'est retrouvée toute seule à 23 ans avec vous, et mon petit frère, dans un pays dans lequel elle ne maîtrisait ni la langue ni la culture. Oui, parce que vous êtes arrivée en France à 1 an et demi, hein, c'est exactement. Ça. Et elle a réussi parfaitement à s'intégrer, à travailler, à nous offrir une très belle vie. Donc je pense que oui, c'est peut-être celle qui m'inspire le plus. Parce qu'elle a été maîtresse de son destin aussi. Hein. Exactement. Elle l'a pris par les rênes, quoi. Ouais. Votre plus grand succès, Mona Jafarian ? Mes enfants. J'attendais celle-là. Forcément, mes enfants. Ouais, c'est votre plus belle réalisation. Ouais, c'est le moteur dans la vie, ce pourquoi on se bat. En plus, j'ai 2 filles, donc forcément, ça résonne. J'ai énormément changé en devenant maman. Ouais. Du tout. Par exemple, j'étais très insouciante, carpe diem, vivons au jour le jour. Et en devenant maman, on se rend compte qu'on est beaucoup plus sensible à tout ce qui se passe autour de nous. J'ai l'impression qu'on devient aussi beaucoup plus empathique. Alors moi, je suis une hypersensible de nature, mais alors après, devenue maman, c'est devenu limite ingérable. Et du coup, c'est pour ça que vous orientez tout ça dans vos combats aussi. Hein, ouais, parce que d'une certaine manière, à chaque fois que je regarde mes filles, la chance qu'elles ont aujourd'hui de grandir en France, ça me donne encore plus. Parce que votre mère, elle a fui parce qu'elle voulait être libre, en fait, hein, l'Iran. C'est ça ce qui s'est passé. Exactement, parce qu'en fait, il faut savoir quand même qu'en Iran, les femmes vivaient comme en France. Donc nous, on entend souvent des gens nous dire mais vous avez le complexe de l'occidental, vous reniez vos origines, mais non, en fait, on est colonisé depuis 44 ans. On les voit, les photos. Hein. Voilà. Donc, des femmes comme elles la étaient majorité, les années 60-70 là-bas. Bien sûr. En jupe, on a eu le droit de vote avant la Suisse. Ouais. Donc, et avant la France, du coup. Juste un petit peu après, mais on a eu le droit d'avortement, l'égalité des... Et d'un coup, on s'est retrouvés... je peux même pas dire au Moyen-Âge, parce qu'au Moyen-Âge, les femmes iraniennes étaient plus libres qu'aujourd'hui. Donc... Votre plus grande déception, Mona Jafarian ? Peut-être de pas avoir plus cru en moi-même plus jeune et de pas m'être battue peut-être pour aller jusqu'au bout de ce que j'aurais aimé être. Vous en êtes pas loin a priori là, non ? Ah, c'est qu'il y a encore du chemin. Ouais. Bon tant mieux, en même temps j'ai envie de dire, ce serait embêtant si vous étiez déjà arrivé. Votre plus grande joie ? Je peux encore répondre mes enfants. Oui. C'est mon refuge. Oui. Quand le monde est trop cruel. C'est votre mari dans tout ça ? Bien sûr, bien sûr. C'est la famille, quoi. C'est votre base. Ouais. Alors, vous avez monté ce collectif, le collectif des femmes Azadi en 2022, suite à l'assassinat de Mahsa Amini par le gouvernement, l'autorité iranienne. Le silence persistant des associations féministes, c'est la première chose dont j'ai envie de vous parler, concernant les exactions, les meurtres, les viols subis par les femmes Azadi, puis en ce moment aussi, il y a peu en tout cas par les femmes israéliennes. Ça soulève quand même la question fondamentale de l'universalité de cette lutte pour les droits des femmes et de la manière dont certaines situations spécifiques peuvent être ignorées, minimisées ou négligées. Donc ça nous cause beaucoup de tort, ça, a priori. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, quand il y a eu cette révolution, Femmes, Vie, Liberté, c'était quand même la première fois dans l'histoire qu'une révolution avait comme slogan la femme en premier. C'était la première fois qu'on voyait des hommes aller mourir par centaines dans la rue au nom de Femmes, Vie, Liberté. D'ailleurs, les hommes, ils sont très très impliqués dans cette lutte. Très impliqués. C'est-à-dire que ils font des vidéos parodiques où ils se voilent en disant puisque tu veux voiler quelqu'un, voile les hommes, parce que si t'es pas capable de contrôler tes pulsions en voyant des cheveux, eh bien nous on est prêts à le porter ton voile, mais laisse nos femmes tranquilles. Et quand je dis nos femmes, je parle des femmes iraniennes, pas dans le sens propriété. Ils ont été massacrés, torturés, arrêtés par milliers, mais c'est aussi important pour eux aujourd'hui d'obtenir cette démocratie laïque, parce que c'est leur femme, c'est leur mère, c'est leur sœur, et c'est surtout les droits humains. Et donc quand cette révolution a pris, pour nous, c'était une évidence qu'on allait se retrouver avec des marches partout dans le monde de femmes, que les féministes allaient se mobiliser, qu'on allait se retrouver à être des milliers à marcher dans la rue, comme on peut voir des vagues violettes envahir Paris le 8 mars. Et puis là, d'un coup, on a eu un silence. Alors on envoyait des messages, on n'avait pas de réponse. On taguait parfois des grandes figures du féminisme qui nous lâchaient un vu. Et puis à un moment, on s'est dit, mais c'est quoi leur problème en fait ? Pourquoi c'est quoi leur problème ? Donc du coup, on a fini par leur demander pourquoi est-ce que vous nous rejoigniez pas, pourquoi vous n'êtes pas manifesté à nos côtés, pourquoi vous nous aidez pas à porter notre... Nous, on était novices, on avait chacune nos vies, on s'est retrouvés propulsés dans un combat qui n'était pas à la base nos vies, et on se disait, elles ont quand même 20, 30, 40 ans d'expérience, elles ont les politiques, elles ont les médias, donc si elles venaient à nos côtés, on irait beaucoup plus vite, plus fort. Et puis en fait, elles nous ont répondu, c'est pas notre combat. C'est pas notre combat. Elles vous ont dit ça vraiment, comme ça. D'accord. La plus grosse asso de France nous a dit bravo, mais c'est pas notre combat. Vous pouvez la citer si vous voulez. Non, d'accord. Parce qu'elles font quand même des bonnes actions en parallèle, donc je me dis. Et pourquoi c'est pas leur combat là ? Et en fait, on a compris. Et en fait, on a compris que, non, parce qu'on les a vus prendre parfois la défense d'autres femmes, comme les Américaines, quand on leur a retiré le droit à l'avortement. On a compris qu'on avait un problème avec le féminisme intersectionnel. C'est-à-dire qu'en fait, on est tombé dans une fausse bien-pensance qui voudrait que défendre les femmes iraniennes, ce serait nuire au débat sur le droit des femmes à porter le voile en France. Et c'était terrible de se dire qu'en fait, une femme qui porte le voile en France, librement, elle est protégée par les lois de la République. Qu'elle le veuille ou non, en fait, elle aura les mêmes droits qu'un homme, elle aura le même héritage, elle aura son témoignage vaudra autant que celui d'un homme. Donc en fait, elle fait un choix religieux, certes, mais protégé par la République. Et la seule chose que demandaient les femmes iraniennes, c'est juste d'avoir aussi ce droit, d'avoir ce droit de vivre dans une démocratie laïque dans laquelle la religion n'a plus sa place dans les lois. Et elles ont tourné. Et qu'est-ce que vous pensez de ces femmes qui se battent justement pour l'obtention du port du voile où elles veulent sur le territoire français, sur le territoire républicain, quand on pense à ces femmes justement iraniennes qui meurent pour le droit de ne pas le porter, ce fameux voile. La comparaison, elle est quand même impressionnante, je dirais même. Vous avez quand même soulevé un point important, c'est que souvent, ce qui revient justement quand on veut défendre les femmes iraniennes, c'est de mettre une photo d'une femme voilée, d'une femme non voilée, et dire chacun son choix. Et souvent les gens disent les femmes iraniennes, elles se battent dans la rue pour avoir le choix. Non, elles se battent pour ne pas le porter. Il faut être très lucide, il faut arrêter le politiquement correct. Les femmes iraniennes profondément ne veulent pas être voilées. Elles ne veulent pas. Il y en a quelques-unes. Oui, bien évidemment qu'il y en a. Comme en France, il y en a en fait finalement. Mais la réalité, c'est qu'elles veulent l'égalité des droits et qu'il est totalement hypocrite de dire aujourd'hui qu'un pays régi par une religion peut offrir l'égalité des droits aux femmes. Il y a qu'à voir les pays du Golfe, elles ont toutes eu le droit de voter après les années 2000. Donc, non mais il y a 4 ans, elles menaient encore un combat pour avoir le droit de conduire dans certains pays. Et c'est vrai que c'est là où on se rend compte de cette fracture qu'il y a entre nos sociétés, puisque moi, c'est ce que je disais quand j'ai vu le débat sur l'abaya en France, qui pour moi est un débat minime parce que ça concerne pas non plus des milliers et des milliers de personnes, mais c'était quand même assez particulier de se rendre compte qu'il y a 3-4 ans, en Arabie Saoudite, les femmes ont lancé un mouvement qui s'appelait l'abaya à l'envers. Et elles portaient leur abaya à l'envers pour lutter contre cette obligation de porter l'abaya et pour... On a envie de dire qu'est-ce qui leur prend à ces femmes françaises, pardon, mais c'est là ce qui me vient comme question. Mona Jaffarian.
J'avoue moi je vais être très honnête avec vous, quand j'étais jeune et quand j'allais à l'école, on n'était pas confrontés à ça finalement. Non, c'est vrai. J'ai aucun souvenir, moi par exemple, d'avoir eu un jour une copine qui portait le voile, ou même d'avoir même je crois que je me rappelle même pas de la religion en fait de mes amis, parce qu'on n'en parlait pas. C'était pas mis en avant, on s'en foutait en fait de savoir qui était qui. Ouais. On était juste tous dans le même collège ou tous dans le même lycée. Et c'est vrai que maintenant on voit une recrudescence du port du voile en France. Pour moi, c'est important de garder la liberté de culte, parce que c'est ce qui fait une démocratie, de laisser chacun libre de pratiquer sa religion. Bien sûr. Mais c'est aussi important. C'est ça la laïcité aussi. Mais c'est aussi important de comprendre comment ça se fait que des jeunes femmes qui ont grandi en France se tournent de plus en plus vers la religion, et vers la religion la plus stricte, puisque le voile, c'est pas une casquette, c'est pas un chapeau, c'est vraiment un signe de soumission à Dieu et à la charia. Et à la charia. Bah oui, en fait, la charia, c'est juste l'ensemble des lois islamiques. D'accord. Mais si on porte le voile, ça veut dire qu'on est d'accord avec toutes les lois de la charia. Les lois, pardon. Alors, écoutez, j'en sais rien. Faudrait leur demander pour le coup. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ne réalisent pas forcément tout ce que ça implique. Et on après, peut se poser la question aussi de la solidarité entre femmes. C'est une question qu'on se pose en ce moment. On n'en a pas eu beaucoup. Je vais être très honnête, on n'en a pas eu beaucoup. On nous a beaucoup jugés, on nous a beaucoup montré du doigt. On a été énormément traités de mécréantes pendant un an, des mots qu'on n'imaginait même pas entendre ici en France. Et c'était assez particulier de se rendre compte que finalement, on pouvait dans le même temps réclamer plus de droits et plus de liberté de culte en France, et ne pas comprendre des femmes à l'autre bout du monde qui, elles, ne demandaient juste qu'à vivre en démocratie et ne pas avoir à vivre sous des lois religieuses et patriarcales. Vous avez choisi Sud Radio et vous avez bien raison. Le destin de femme que vous écoutez aujourd'hui est celui de Mona Jafarian, cofondatrice du collectif Femmes Azadi pour la liberté des femmes iraniennes. Femmes, vie, liberté. Restez avec nous. Le groupe Connect, expert en recrutement intérimaire. Rejoignez les 35 agences du groupe Connect pour des opportunités de carrière partout en France. Le groupe Connect présente Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Bienvenue à toutes et à tous dans Destin de femme sur Sud Radio pour la deuxième partie de votre émission. C'est l'émission du féminisme positif, car le combat pour les droits des femmes nous concerne tous, évidemment. Aujourd'hui, il s'agit du destin de Mona Jafarian, cofondatrice du collectif Femmes Azadi, qui se bat pour le droit à la liberté des femmes iraniennes. Mona Jafarian, quels ont été les moments les plus marquants de votre collectif dans sa lutte, les moments où réussite, ou les moments les plus marquants, les plus durs, en tout cas des moments qui ont fait que ça vous a confirmé sur votre chemin? Les premières semaines de la Révolution, on a eu énormément de moments très marquants. Déjà les manifestations de rue, parce que c'était du jamais vu. Les slogans étaient très forts. Et puis il y a eu les morts de tous ces enfants. C'est des enfants parce qu'elles avaient 16 ans, 17 ans, qui sont mortes dans des souffrances terribles. Et à chacune de leurs morts, on perdait un peu de notre âme. C'était vraiment très dur à vivre. Mais à côté de ça, il y a eu aussi de très grands moments comme la manif de Berlin, où on était plus de 100 000. C'était aussi voir finalement que tous les Iraniens partout dans le monde se réveillaient, et que il y a eu un vrai éveil de la diaspora, et voir ces manifestations de dizaines et de dizaines de milliers d'Iraniens au Canada, aux États-Unis, en Europe. Ça fait vraiment partie des moments qu'on n'oubliera pas. Malheureusement, c'est terrible à dire, mais en un an, on a plus d'événements marquants qui ont été terribles à vivre. Que de grandes réussites, quoi. Qu'a fêté, ouais. Et je pense qu'aussi les cris des mères. Les cris des mères, c'est des choses qu'on n'oublie jamais, en fait. Une mère à qui on annonce à 5h du matin, parce qu'en fait, tout ça, pour les Iraniens, la prière du matin, elle est à 5h. C'est le signe de la barbarie et de la pendaison. Ça n'a rien de religieux, ça n'a rien de... Voilà, donc... donc c'est l'heure où ils tuent les gens, quoi. À la première prière de l'aube. C'est là où ils pendent les gens. Donc c'est vrai que les cris de certaines mères qui apprenaient à ce moment-là qu'on venait de pendre leur enfant, c'est des choses, je pense, qu'on n'oubliera jamais, et c'est peut-être ce qui fait aussi qu'on lâchera jamais, en fait.
Alors vous parlez justement de ces femmes enfants qui ont été tuées par le gouvernement iranien et de cette diaspora. On va parler aussi de la diaspora juive qui est attaquée en ce moment dans le monde entier et de ces femmes israéliennes qui ont été victimes de viols et d'exactions absolument terribles et à qui on dit montrez-moi, je veux une preuve. J'ai du mal à... Je vais carrément dire que c'est du négationnisme, mais vous savez, on a été victime de la même chose. Hein. De gens qui nous disaient mais arrêtez, ce régime, il est pas si terrible que ça. Vous êtes des agents des Américains, donc vous voulez... En fait, il y a une espèce de complotisme ambiant insupportable et qui est là depuis longtemps, hein, qui vient et pas... vous pensez que ça, c'est la raison pour laquelle on ne croit pas les femmes israéliennes qui disent qu'elles ont été violées? C'est à cause du complotisme? Déjà, je sais pas, j'ai l'impression qu'on a développé une espèce de haine des femmes par une certaine population de femmes qui ne partageraient pas leurs valeurs. Donc nous, comme elles pensent pas pareil, c'est pas grave. C'est voilà. Ça que vous voulez dire. C'est pas leur combat, ça les touche moins. Et pourtant, c'est exactement la même chose. Ça veut dire ceux qui ont fait ce qu'ils ont fait le 7 octobre sont les mêmes qui font... les mêmes qui sont les mollahs. Exactement. Et nous, quand on a eu les détails effroyables de ce qui s'est passé le 7, on n'a pas été surprise. On n'a pas été surprise parce que... C'est horrible de se dire ça, mais vous avez l'habitude finalement. Exactement. En fait, c'était les mêmes tortures, les mêmes viols, les mêmes... Non, tout était pareil. Et on s'est dit, c'est terrible parce qu'ils ont vécu ce 7 octobre, ce que nous, on subit depuis 44 ans. Et ça a été encore une fois nié. Et je sais pas pourquoi c'est aussi difficile. En fait, ce n'est pas nier la souffrance, par exemple, d'une femme palestinienne ou d'une mère palestinienne que de reconnaître que les islamistes tuent les femmes parce qu'elles sont femmes. Et non seulement ils les tuent, mais ils les tuent d'une manière beaucoup plus terrible qu'ils tuent un homme. Une femme iranienne qui est pendue et qui est vierge, elle est violée avant d'être pendue. Et elle mettra 40 secondes de plus à mourir qu'un homme en raison de ce voile qu'on l'a forcé à mettre sur sa tête. Donc jusqu'au bout, jusque dans la mort, quand on a affaire à des islamistes, on est victime de cette idéologie. Alors, vous avez dit aussi, et ça c'est important pour les auditeurs de le savoir, hein, depuis 1979, donc effectivement ça fait pas très très longtemps, et l'instauration de la République islamiste, c'est un véritable apartheid de genre qui est pratiqué en Iran, et ce dès l'enfance. Il y a des petites filles qui peuvent être mariées à 9 ans et qui sont mariées à 9 ans. En fait, on est passé d'un pays... je peux pas dire laïque parce que la laïcité c'est quelque chose de très propre à la France, mais on va dire... tolérant. Voilà. Qui est l'équivalent de... Et d'un coup, mais vraiment dès l'instauration au pouvoir des ayatollahs, le voile a été obligatoire dès l'âge de 6 ans pour les petites filles, donc dès l'entrée au CP, donc 6-7 ans. Le mariage autorisé à 9 ans. Il y a énormément de professions que les femmes ne peuvent pas exercer parce que d'après... Par exemple juges, parce qu'on estime que leur témoignage... on n'est pas hormonalement capable de bien juger. Ouais. Exactement. C'est la facilité, ça. Parce qu'elles sont plus sensibles, elles ont moins d'intelligence. On a aussi vu le retour de la polygamie, être lapidé pour un adultère, être pendu pour apostasie. On a vu des nouveaux motifs d'inculpation incroyables, inimités envers Dieu. Trahison du Tout-Puissant, enfin des choses, c'est complètement lunaire de se dire qu'on peut mourir parce qu'on a trahi le Tout-Puissant pour des choses imaginaires. Il n'y a plus de constitution, chacun fait ce qu'il veut, tous les jours on sort des nouvelles lois, on a envoyé des femmes en prison, en asile psychiatrique pour maladie du dévoilement, donc ils ont quand même décidé qu'il y avait une maladie psychiatrique. Non mais nous-mêmes on arrive à en rire parfois, c'est-à-dire que c'est tellement lunaire. Maladie du dévoilement. Non mais c'est ça. C'est qu'une femme qui veut se dévoiler souffre d'un trouble psychiatrique d'exhibitionnisme, parce qu'elle peut pas s'empêcher de vouloir se montrer. Et d'ailleurs, c'est souvent ce que nous disent les gens ici qui les défendent, c'est bah oui, vous allez finir en tout ce que vous voulez, c'est finir en string à twerker. Non mais à quel point c'est réducteur d'imaginer qu'une femme qui veut la laïcité veut forcément twerker en string, quoi. Surtout en string. Voilà. Alors vous êtes militante, hein, on l'a dit depuis tout à l'heure, puis vous êtes maman, vous l'avez dit aussi, c'est important pour vous. Et j'en parle aussi parce qu'il y a eu un autre de vos combats avant tout ça, un combat
combat important, c'est sur le combat pour votre fille Panthéa, qui, à 7 ans l'année dernière, atteinte d'une maladie très rare, n'avait pas trouvé d'école à la rentrée 2022. Où est-ce qu'elle en est? Est-ce qu'elle a trouvé une école? Alors, elle a trouvé une structure qu'on ne doit pas à l'État. C'est une structure privée qui marche avec des dons privés. Donc là, ça y est, l'État, rien. Voilà. Il y a 7 enfants sur 10. Parce qu'on dit toujours il y a 23% d'enfants en situation de handicap qui n'ont pas de solution. À chaque rentrée, c'est faux. Il y en a 7 sur 10. Donc 70%. Voilà. C'est-à-dire 70% des enfants handicapés ne trouvent pas d'école et de système. Ou alors ont des solutions bancales, c'est-à-dire qu'on les envoie 3 heures à l'école par semaine pour faire baisser les statistiques, ou alors on les met dans une école avec une AESH alors que leur handicap est trop lourd. Il y a une vraie défaillance de l'État. Et pourtant, donc c'est le privé qui a été votre solution. Alors c'est une association privée, effectivement, dans laquelle elle est prise en charge jusqu'à ses 12 ans. Donc on a un répit pour le moment, en attendant. Mais ça fait... C'est pas facile à gérer pour vous, ça non plus, comment est-ce qu'on fait quand on sait que quand on est maman, on se dévoue à sa fille, surtout vous quand vous en parlez de vos enfants. Comment est-ce qu'on fait quand on est maman pour faire face à ce genre de choses et réussir à avoir une vie aussi quand même de femme? C'est très compliqué parce qu'en fait, déjà, moi, c'était ma première fille, donc j'ai découvert la maternité avec un handicap très lourd. Donc déjà, en soi, c'est un combat. Le handicap, c'est déjà un combat. Et maintenant que j'ai une deuxième fille, je me rends compte que la gestion de la première équivaut à 10 enfants neurotypiques en termes de charge de prise en charge. Il y a l'inquiétude, il y a la peine parce que on fait le deuil de l'enfant. Comme on le voyait avant. Avant de l'avoir. On dit que tous les parents font le deuil de l'enfant qu'ils avaient imaginé, mais quand on a affaire à un handicap aussi lourd, c'est compliqué de se dire qu'on a une enfant qui ne parlera jamais, qui n'ira jamais à l'école, qui ne saura probablement jamais ni lire ni écrire. Donc déjà, il y a cette difficulté-là. Et ensuite, on est confronté à une société dans laquelle votre enfant n'a jamais sa place, où rien n'est fait pour l'accueillir. Donc ça rajoute un deuxième combat. Si vous aviez des mesures concrètes tout de suite là à demander au gouvernement, ça serait quoi? Mais débloquer les fonds, parce qu'en fait, ils font semblant de ne pas comprendre ce qui se joue sous leurs yeux. Ils font semblant de nous dire qu'ils vont embaucher des AESH à tour de bras, alors qu'on le sait que ça ne suffit pas, qu'elles sont pas assez formées. C'est ça que vous dites? Mais bien sûr qu'ils les ont. Quand ils sont capables de débloquer des 100 millions du jour au lendemain, ou de mettre 2 milliards pour acheter des munitions pour l'Ukraine, je dis pas qu'il faut pas aider l'Ukraine. Mais quand on voit ce qu'on serait capable de faire avec cet argent, et à quel point c'est important quand même de se dire que 7 enfants sur 10 en situation de handicap aujourd'hui en France sont laissés sur le bas-côté de la route, mais on viole toutes les conventions des droits de l'homme et des droits des enfants. Et on le fait impunément et tous les ans. Comment ça se fait que ça bouge pas et que ça bouge aussi lentement, à votre avis? Je vais être très honnête, c'est parce qu'on estime qu'en gros, on a des enfants en situation de handicap, que c'est notre problème et qu'on est prêt à nous filer 1000 balles par mois pour qu'on reste chez nous, qu'on s'occupe de ce qu'on a créé et qui rentre pas dans la société, et que de toute façon, on part du principe que nos enfants n'ont aucune perspective d'avenir. Je rappelle quand même la devise de la République française: liberté, égalité et fraternité. Fraternité, ça manque. Ouais, non mais c'est Mona Farian. C'est de l'abandon total de la part de l'État. Et ce qui met le plus en colère finalement, c'est que vraiment Emmanuel Macron, quand il s'est présenté, il a dit, c'était une de ses promesses, les plus grosses promesses de campagne, c'était de dire: avec moi, à la rentrée prochaine, il y aura 0 enfant sans solution à la rentrée. Et on est toujours à 7 sur 10. On attend toujours, c'est un appel au gouvernement et à Monsieur Macron, si vous pouviez faire quelque chose pour les enfants handicapés, en situation de handicap, en ce moment en difficulté en France. Mona Farian, si vous aviez un mot de la fin, quel serait-il? Après tout ce qu'on s'est dit, reprenons la devise de la France. Liberté, égalité, fraternité. Et on rajoute celle de l'Iran. Femme, vie, liberté. Bravo. Et vive la laïcité. Vive la laïcité. Merci Mona Farian. Pour ceux qui ont envie de découvrir le collectif Femmes Azadi, c'est sur helloasso.com, association au pluriel / collectif-6 femmes au singulier -6 Azadi avec un Z. Merci d'être venu par les studios de Sud Radio. Chers auditeurs, on se retrouve samedi prochain, évidemment, 13h30 pour un nouveau Destin de Femme. Demain, c'est excellent, évidemment, comme tous les dimanches à 19h. Les podcasts de tous vos rendez-vous sur sudradio.fr, chaîne YouTube, sans oublier réseaux sociaux, Deezer en complet évidemment. Merci à Maxime Sénat qui réalise pour vous et aux équipes de Sud Radio. Bisous les copains, à demain. Sud Radio, Destin de Femme, Judith Belair. Avec le groupe Connect, expert en recrutement intérimaire. Rejoignez les 35 agences du groupe Connect pour des opportunités de carrière partout en France.